Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. C'est une thématique que vous avez choisie, l'expatriation en Russie. Alors je l'ai nommé comme ça parce qu'effectivement dans l'ensemble de vos questions, majoritairement, vous vous êtes intéressé à la question sur la fiscalité, sur l'expatriation même. Pour les personnes qui me rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les Compagnons Traders, en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en activant la clochette de notification. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon canal Instagram, Graph_Trading, où je partage beaucoup de ma vie justement en Russie. Pour ceux qui n'ont pas Instagram mais qui ont Facebook, les deux comptes sont synchronisés et donc vous pouvez me rejoindre sur le canal Les Compagnons Traders. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Alors le plan du jour, comme à mon habitude, on va commencer par traiter en fait des informations générales. La Russie, en quelques mots pour planter le décor. Une fois qu'on a parlé de la Russie, je vous propose de parler des Russes et des us et coutumes, en tout cas ceux qui sont les plus étonnants pour nous Français. Troisièmement, je vous parlerai de l'image des Français aux yeux des Russes. Quatrièmement, cette fois on va rentrer dans le détail de la fiscalité et du trading en Russie. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Donc on traitera créer sa société, déclaration des gains, impôts, etc. Ensuite, je répondrai à l'ensemble des questions que vous m'avez posées en vrac. Et enfin, si c'est pas la Russie, où aller, comment obtenir des informations, je vous en parlerai. Alors la Russie, information générale, c'est un grand pays, la Russie, 146 millions d'habitants sur 17 millions de kilomètres carrés de superficie. Ce qui en fait le plus vaste territoire du monde. Et si on compare effectivement la densité de la population, on a 8,5 habitants au kilomètre carré en Russie, ce qui est très très peu. Pour rappel, en France, nous sommes à 107 habitants au kilomètre carré. Donc vous imaginez un carré d'un kilomètre et vous avez que 8 habitants, ce qui est complètement finalement ridicule. On a donc beaucoup d'espace en Russie. Dans l'inconscient imaginaire, on a beaucoup l'association de la Russie avec un pays du froid. Effectivement, la Russie est un pays de l'hémisphère nord du globe, mais vous avez également des régions du sud. J'ai des amis traders et tout court qui habitent le sud de la Russie, donc région Pré-Caucase, Sotchi, la Crimée. Vous avez là-bas un climat méditerranéen, vraiment. Qui vous permet du coup de vivre sous des latitudes plaisantes, où l'hiver il fait ensoleillé, avec des températures qui ne descendent pas en dessous de 0. Sur le plan administratif, la Russie est une fédération. Elle est composée de 85 sujets qui sont relativement indépendants. Donc il y a quand même une verticale du pouvoir. Le président, c'est Vladimir Poutine, mais vous avez une relative autonomie des régions sur le plan politique et économique. Ce qui fait que, par exemple, si je prends un sujet d'actualité sur le Covid, etc., les mesures sont différentes entre les sujets de la Fédération de Russie. Sachez sur le plan général que la Russie a changé de visage vraiment beaucoup de fois depuis que j'y suis allé en fait la première fois dans les années 2000. En effet, les années 2000, ça correspond en fait à la fin de la perestroïka. Et la Russie que j'ai connue à cette époque-là n'est plus la Russie d'aujourd'hui. Elle a radicalement changé de visage. Le pays a été complètement repensé, a été complètement modernisé. Il faut savoir que il y a des ressources naturelles en grand nombre en Russie et grâce à cela, et en tout cas grâce à une organisation politique et économique beaucoup plus efficace que ce qu'elle n'était pendant l'Union soviétique, la Russie a retrouvé dans les grandes villes beaucoup de modernité. Et quand je parle de modernité, je parle également de technologie, le Wi-Fi, des applications, absolument tout, même en fait le service public est doté d'applications très très performantes. Ce qui fait que tout est à portée de main à un clic, il n'y a absolument pratiquement aucun déplacement à faire, que ce soit pour payer ses impôts, que ce soit pour déclarer ses revenus, que ce soit pour faire une demande de renouvellement de passeport, même les PV, on les reçoit électroniquement, on les paye électroniquement, on gare sa voiture et on met de l'argent dans un parcomètre qui est sur une application. Bref, voilà, c'est un pays qui est très moderne. Alors attention, évidemment, la modernité, elle est surtout présente dans les grandes villes. Alors, je ne parle pas uniquement de Moscou et de Saint-Pétersbourg, vous avez également beaucoup de villes, au-delà de 100 000 habitants, qui sont bien dotées au niveau des infrastructures, au niveau de la technologie. Alors maintenant, intéressons-nous aux us et coutumes en Russie.
Alors pour juste vous dessiner le paysage, au niveau des religions, vous le savez, c'est un pays qui est plutôt chrétien. La majeure partie des chrétiens en fait sont rattachés à la branche de la religion orthodoxe. Il y a également, en fait, j'ai parlé des sujets indépendants en Russie, vous avez des régions qui sont à dominante en fait musulmane. Et donc on a en Russie en tout à peu près 15% d'islam sunnite. Et également donc un peu de judaïsme, 2%, et d'autres religions, donc citons les catholiques protestants, les bouddhistes et bien sûr les athées. Maintenant, si on regarde le russe sans sa religion, globalement c'est un peuple qui est assez froid de prime abord, mais qui est très vite chaleureux en milieu privé. Dès que vous faites connaissance avec quelqu'un, c'est tout de suite en fait des rapports qui sont chaleureux. C'est assez typique, je dirais, des pays du Nord. Si vous allez en Norvège, si vous allez en Suède, ou au Danemark. Pour comprendre le russe, il faut comprendre son histoire et savoir qu'en fait c'est un peuple qui a vécu moult crises. Et en fait, c'est profondément marqué dans la Russie. Notamment par exemple la première des crises que beaucoup de grands-parents de la génération de mon épouse ont connue. Mon épouse est russe. J'entends par là la Seconde Guerre mondiale, qui est nommée en Russie d'ailleurs la Grande Guerre patriotique. Et donc il faut savoir que la Russie, en fait l'URSS à cette époque, a payé un énorme tribut durant cette guerre, puisque le bilan des victimes s'élève à peu près à 30 millions de morts. Donc ça inclut les victimes tombées au front, ça inclut également les purges staliniennes, ça inclut toutes sortes de choses de pays qui aujourd'hui sont indépendants également. Ça reste profondément ancré dans la mémoire des Russes, puisque les grands-parents, les parents parlent aux générations suivantes de cette guerre, puisqu'il y a également une mémoire qui est entretenue, donc le 9 mai, jour de la victoire en Russie, qui correspond en fait au 8 mai en France. Et dû au décalage horaire entre la Russie et la France, la victoire a été signée le 9 mai. Et donc ça déjà, c'est quelque part un traumatisme. Il y a également des crises plus récentes. Citons en fait les périodes de carence pendant l'Union soviétique, notamment la crise monétaire, où le rouble s'est effondré du jour au lendemain. En fait, pour vous donner une idée, c'est ce que me racontait ma femme, sa grand-mère qui avait économisé pratiquement toute sa vie pour sa petite fille, du jour au lendemain, après la dévaluation du rouble, la somme totale qui pouvait correspondre à peu près au prix d'une voiture, eh bien ça correspondait finalement au prix d'une paire de chaussures, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a marqué les Russes. Quand on voit que avec l'ensemble de ces économies en banque, on peut s'acheter finalement qu'une glace du jour au lendemain, c'est quand même un choc très très grand. Et donc ça explique pourquoi les Russes maintenant sont prêts à ne compter que sur eux-mêmes. C'est pourquoi également toutes les crises qu'on suivi depuis cette époque, dans l'esprit des Russes, ça n'est pas pire que celles qu'ils ont déjà vécues dans les années 90. Citons la crise du rouble en 2014. Citons également le coronavirus. Pourquoi les Russes sont très très cool par rapport à cette crise. Ils sont pas du tout en mode panique parce que ils savent que si du jour au lendemain on leur interdit de sortir, déjà en fait la plupart, déjà beaucoup ont une résidence secondaire qu'on appelle une datcha, une petite maison de campagne avec 600 mètres carrés de jardin puisque c'était les standards à l'époque soviétique. Donc ils sont habitués en fait à cultiver leur potager, ils sont habitués à être indépendants au maximum. Et c'est pour ça également que dans le caractère des Russes, il y a beaucoup d'ironie, voire même de fatalisme, parce qu'ils savent que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors peut-être une conséquence de tout ça, le Russe, dans le caractère, est extrêmement créatif et même ingénieux. Rien ne les arrête. J'ai travaillé dans l'industrie avant d'être à mon compte, et donc mes collègues dans mon équipe autour de moi étaient des gens absolument inventifs, avec un caractère très positif. Et en fait, s'il y a un problème, en général, il y a toujours une solution, rien ne les arrête. Donc vous voyez, en fait, on revient toujours un petit peu au système D. Donc il y a un problème global, on va trouver des solutions de contournement, la vie continue. Également, même si je n'aime pas généraliser, je trouve que en Russie, la beauté n'a pas de prix. Rien n'est trop beau pour les fêtes, vous allez voir en fait des décorations dans la ville extrêmement coûteuses, des guirlandes, beaucoup de lumière, des sapins de partout pour la nouvelle année, donc ça c'est pour l'hiver. Le printemps, vous allez voir des monticules de fleurs de partout dans la ville, et je parle pas que de Moscou, dans toutes les villes, les Russes adorent les fleurs, et donc vous allez voir des esplanades de fleurs un peu dans plein d'endroits différents de la ville, et c'est pareil également dans la vie de tous les jours. Les Russes sont prêts à dépenser des fortunes pour les vêtements, des fortunes pour les voitures, des fortunes pour les gadgets technologiques. Si ils ont un téléphone, ils vont choisir le plus beau téléphone.
Et même si ils doivent s'endetter pendant 2 ou 3 mois pour acheter le dernier iPhone, ils vont le faire. Alors ce que je viens de dire, en fait, c'est un lien avec cet état d'esprit de la beauté, d'être créatif, d'aller de l'avant. C'est carpe diem. Demain, tout peut s'arrêter. Ils ont déjà eu l'expérience de plusieurs crises dans le passé, et ils savent très bien que demain, en fait, tout ce qu'ils ont, on peut leur enlever. Toutes les économies, elles peuvent disparaître. Il peut y avoir une guerre. Tout ça, ça a été transmis par les générations précédentes. Il faut savoir qu'en Russie, le rôle de la grand-mère, c'est quasiment en fait une nounou. Les grand-mères sont des nounous. En Russie, beaucoup plus, incroyablement plus, que dans les pays occidentaux. Et donc, il y a une transmission de savoir, de tradition qui se fait de la grand-mère en fait aux petits-enfants. Alors, je parlais de la grand-mère, mais si le grand-père aussi est présent et en général passe beaucoup de temps avec les petits-enfants. Et donc voilà, vous comprenez que l'idée c'est de vivre vraiment le maximum. Et quand on regarde en fait la consommation en Russie, quand on regarde les cours de bourse même des entreprises russes, elles sont extrêmement dynamiques. Ça croît beaucoup plus vite que les entreprises françaises et même que les entreprises technologiques américaines. Il y a eu en fait ces dernières années un énorme rattrapage au niveau de la technologie, et depuis même en fait les embargos européens sur les exports des produits vers la Russie, et donc il y a encore aujourd'hui un embargo alimentaire, et bien en fait la Russie a appris à devenir indépendante, produit du fromage maintenant, voilà, il y a du vin, bon il y a toujours eu du vin en Russie, mais ça s'est amélioré. Au niveau de la filière agricole, c'est pareil, en fait la Russie devient de plus en plus autonome sur ces pans de l'économie. Alors maintenant j'ai envie de vous parler aussi de quelle image ont les Russes des Français quand ils en croisent en fait en Russie? C'est quelqu'un en fait qui va susciter beaucoup d'intérêt, surtout s'ils savent que vous êtes français. Moi je parle russe et j'ai pas énormément d'accent. En tout cas pour le quotidien, les gens ne savent pas forcément que je suis étranger, encore moins que je suis français. Et donc quand ils savent que vous êtes français, en général ça suscite déjà en fait une certaine curiosité et un a priori qui est plutôt positif. Et ça vient d'où? Ça vient du fait qu'en fait la Russie n'est pas un pays de tourisme. La France, c'est je crois la première destination touristique au monde, mais la Russie, donc on est vraiment très très loin dans le tableau. Je crois d'ailleurs que avant le Covid, les premiers touristes en fait en Russie sont des Chinois. Donc les Chinois viennent, visitent le Kremlin, visitent certains musées, il y a vraiment une économie autour de ça pour les touristes chinois, mais sinon vraiment très très peu d'Européens. Comparé encore une fois avec d'autres pays, lorsque les frontières étaient ouvertes, il y avait beaucoup de touristes européens à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais ça reste en fait en proportion vraiment très faible et donc c'est quand même une rareté pour beaucoup de Russes. Quand vous êtes français, en fait, on vous parle de plusieurs choses. En fait, on vous parle de chanteurs, on va vous parler de Edith Piaf, on va vous parler de Jodassin, on va vous parler de Mireille Mathieu, etc. En fait, de beaucoup d'artistes que les Russes écoutaient dans les années soviétiques, mais pas que. En fait, si vous discutez avec les nouvelles générations, j'étais étonné. Moi, en fait, dans mon équipe, j'avais des milléniums, les gens qui sont nés après les années 2000 et qui écoutent des artistes français, du rap français, et ça m'avait beaucoup étonné aussi. Mais on entend en fait des titres français en fait à la radio, beaucoup moins évidemment qu'en France, mais c'est pas rare. Également, on va vous parler beaucoup d'histoire, notamment en fait Napoléon. Alors ça, c'est dans toutes les écoles. Alors l'histoire en général en Russie tient une place importante dans l'éducation, et donc les Russes connaissent très bien l'histoire de Russie, l'histoire de l'Europe et entre autres l'histoire de Napoléon. Donc ils sont en fait imbattables sur ça. Il faut vraiment, si vous venez en Russie, faire un petit refresh de toutes les dates, de ce qui s'est passé en fait la campagne napoléonienne de Russie, parce que forcément ils vont vous en parler avec un petit air taquin, mais ça vaut le coup de discuter, de plaisanter à ce sujet. Voilà, ils ont un rapport assez affectueux avec Napoléon. Même si la conséquence de la venue de Napoléon, c'est beaucoup de morts, Moscou qui a été incendié, ils ont un rapport qui est quand même affectueux par rapport au personnage et à son courage d'affronter le froid, l'hiver, pour venir attaquer la Russie. Donc malgré en fait les tensions des dernières années par rapport aux sanctions européennes, par rapport à plein de phénomènes, il y a quand même en fait malgré tout un capital sympathie quand vous êtes français. Donc vous êtes plutôt bien accueillis, on va plaisanter avec vous. Également, il faut savoir que l'histoire de France et l'histoire de la Russie, à l'époque des tsars, c'était la langue de la cour. Donc on parlait français, Pouchkine parlait français. Et donc il y a quand même donc ces références culturelles communes qui font que vous êtes un cousin aux yeux des Russes.
Alors maintenant, voilà un petit warning, la Russie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la Russie de la perestroïka. La perestroïka, ce sont les années noires où le régime en fait soviétique est tombé pour aller en fait vers un régime de la libre économie, c'est-à-dire d'une économie de marché. Certains Français ont gardé une vision arriérée de la Russie. J'entends par là qu'ils considèrent que les Russes sont un peuple inférieur, voilà pour dire les choses, et se considèrent eux-mêmes comme des rois, comme des gens ayant la science infuse, et se posent donc en donneur de leçons. Et ça, ce type de comportement est une grave erreur si vous êtes étranger. Alors c'est un comportement qu'on trouve très souvent dans les souches d'expatriés qui vivent entre Français, dans des quartiers français, dont les enfants vont à l'école française et qui se mélangent finalement assez peu avec les locaux, avec les Russes. Et donc effectivement ils ont cette tendance-là à être au-dessus de la masse. Alors ça faut savoir, les Russes détestent, et je pense que nous Français, si on avait des expatriés étrangers qui venaient en France et qui se considéraient être comme une race supérieure, on détesterait pareil, et c'est normal, La Russie s'est modernisée, on n'est plus dans les années de la perestroïka, l'argent il y en a, les filles ne recherchent pas un mari français dès qu'elles ont 16 ans, et personne ne songe à quitter la Russie massivement. Au contraire, il y a plutôt eu, durant les dernières années, en fait, un retour au pays. Alors voilà, donc français, c'est plutôt synonyme de qualité également, et ça marche dans la sphère professionnelle. Pendant toutes mes années où j'ai bossé dans une entreprise russe, j'ai vu la différence entre le travail des Français dans cette entreprise russe et le travail en fait équivalent des Russes. Et j'ai trouvé en fait qu'à bien des égards, le travail des Français est un travail très qualitatif, dans le sens où le Français va mettre l'accent sur l'organisationnel, beaucoup plus qu'un Russe. Le Russe, il est créatif, il est un petit peu foufou, il se lance corps et âme dans une idée, il n'a pas forcément calculé tout auparavant, mais il passe à l'action très très vite. Le Français, il passe pas à l'action très très vite, il va d'abord regarder, étudier le plan minutieusement, et ensuite travailler par jalons. Et ça, globalement, je trouve que c'est une qualité dans beaucoup d'entreprises où on a besoin justement d'être organisé, de respecter un budget, etc. Donc ça, c'est un avantage qu'ont de leur formation beaucoup de Français. Et ensuite, on peut trouver parmi les Russes, évidemment, ces talents de créateurs, ces talents en fait pour aller de l'avant, que n'ont pas justement les Français, puisqu'ils ont cette barrière, cette résistance mentale, qui va essayer de critiquer absolument tout avant de passer à l'action. Les Russes, ça, donc ils aiment pas beaucoup. Donc effectivement, entre les Français et les Russes, en management, il y a du travail en fait. Je ferme maintenant la parenthèse de présentation des Français, de la Russie, etc. Parlons maintenant de la Russie en tant que destination fiscale, si vous souhaitez en fait faire du trading ou une autre activité et bénéficier de l'une des meilleures fiscalités du monde. Alors effectivement, quand on quitte la France, très souvent on trouve des fiscalités plus avantageuses et c'est pas très compliqué. Pour résumer en fait la partie imposition sur le revenu en Russie, parlons peu, parlons bien. Si vous ouvrez une société, vous allez payer 20% d'impôts au total. Si vous êtes en fait une personne qui est salariée, qui travaille pour une entreprise russe, donc moi j'étais dans ce cas-là, j'ai payé à l'époque donc 13% d'impôts sur l'ensemble de mes revenus. C'est pas une déclaration qu'on fait à la fin, en fait tout est déjà fait pour vous. Vous recevez votre salaire, qui est un salaire net d'impôts, donc il n'y a pas besoin de déclarer des impôts à la fin de l'année. Tout ce que vous percevez, vous le mettez dans votre poche, point barre. Et donc en fait, ces impôts-là, c'est 13%. Je ne parle pas en fait des charges salariales, des charges patronales qui viennent se rajouter. Pour un patron, ça va coûter cher d'employer un salarié. Je crois qu'il doit payer quelque chose comme 50% de plus par rapport au salaire qu'il va verser à son employé. Mais pour l'employé, en fait, c'est 13% s'il est résident. S'il n'est pas résident, ça va être 30%. À savoir que pour la résidence, si je ne dis pas de bêtises, il faut vivre au moins 180 jours sur le sol russe, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Il existe également une formule un peu plus avantageuse qui est le régime d'auto-entrepreneur. Donc ça existe en France aussi, et en Russie, le régime d'auto-entrepreneur, vous avez en fait un régime simplifié d'auto-entrepreneur, il y en a vraiment de plusieurs types, vous payez que 6% d'impôts au total. Et donc ça fait en fait une excellente fiscalité qui fait que beaucoup de Russes travaillent en freelance, énormément. Vous avez énormément d'agences web, vous avez énormément de freelance dans le conseil, etc. qui travaillent à leur compte. Vous avez énormément de personnes qui seront designers, qui seront chefs de projet, qui seront programmeurs, et qui vont travailler en freelance et
facturer en fait des entreprises. Le volet de prestataires que nous avions lorsque je travaillais donc dans mon entreprise en Russie était un volet assez important. Donc en Russie également, dans le domaine de la restauration, les salons de coiffure, etc., vous avez beaucoup de personnes qui travaillent comme ça en freelance, et je pense qu'il y a beaucoup plus de freelance en Russie qu'en France. J'ai pas la statistique, mais c'est une perception que j'ai. Si vous vous intéressez à la fiscalité de ces différents types de régimes, société, aux personnes physiques, ou si vous êtes en auto-entreprise, je ne peux pas vous conseiller. Je ne suis pas avocat fiscaliste. Mon métier, c'est le trading, les investissements, et donc je ne peux pas vous recommander en fait le régime qui est fait pour vous. Si vous souhaitez de toute façon aller plus loin, bon, il faut se renseigner un petit peu sur Internet pour ça, et notamment vous trouverez assez peu quand même d'informations en anglais sur la fiscalité en Russie. Pourquoi? Parce que la législation russe change très souvent, et que forcément les textes sont en russe, donc il faut savoir décrypter ou trouver en tout cas des gens qui peuvent les décrypter pour vous depuis la France. De toute façon, bon, les frontières sont fermées à l'heure actuelle entre l'Europe et la Russie, dans les deux sens, sauf pour les détenteurs de double passeport. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas envisager la création d'une entreprise en Russie depuis la France en mode boîte aux lettres comme on le ferait pour le Delaware aux États-Unis, ou Dubaï, ou l'Estonie peut-être aussi. On peut pas en fait sous-traiter, ouvrir une boîte à distance. Je pense en fait dans l'idée, de toute façon il faut venir dans le pays, donc il faut attendre que les frontières se réouvrent, et comprendre également le fonctionnement interne, comprendre si ça va être une destination qui va être intéressante pour vous, et ensuite éventuellement vous expatrier. Attention également, la Russie n'est pas un paradis fiscal, c'est-à-dire que c'est pas une imposition à 0%, premièrement, et de toute façon vous avez la transmission d'informations électroniques au niveau des banques qui fait qu'il n'y a pas de transparence absolue comme on pourrait l'avoir dans un vrai paradis fiscal où vous avez votre compte qui est numéroté, il n'y a pas de nom associé, etc. Et là vous êtes complètement transparent. Je ne sais même pas si ça existe encore, les comptes numérotés dans des paradis fiscaux, étant donné que beaucoup d'États combattent cela. Mais oui, c'est vrai que c'est une fiscalité qui est très intéressante en Russie par rapport à beaucoup de pays européens. Alors un autre point d'attention, il peut coûter extrêmement cher de frauder le fisc russe, ou même le fisc français, ça vous le savez déjà. La législation russe est très précise, et le fisc russe extrêmement pointilleux, et même très efficace pour tracer en fait les fraudes. Donc tout est, comme j'ai parlé auparavant, la Russie est un pays très moderne, donc pour les personnes qui sont déjà en Russie, ou qui vont aller en Russie bientôt, faites très attention à bien déclarer vos revenus, à bien payer vos impôts à l'heure, et vous n'aurez aucun problème. Une fois que vous êtes en Russie, de toute façon, pour créer un business, c'est très simple, il suffit d'ouvrir une société, et ça se fait très rapidement. La démarche se fait rapidement, et ensuite il faut attendre 2-3 semaines pour être effectivement enregistré dans les registres. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus rapide, mais en tout cas les démarches peuvent se faire en ligne. Si vous souhaitez vous expatrier en Russie, parce que ça correspond à un projet de vie, ça c'est très important. On ne peut pas créer une société comme une coquille vide pour défiscaliser et rester en France. Ça, vous pouvez oublier tout de suite, j'en suis quasiment certain. Par contre, si c'est un projet de vie, que vous souhaitez être résident et que la Russie vous plaît, ça c'est vraiment un critère fondamental. Si vous habitez à Moscou, faut être prêt à passer des hivers rigoureux, faut être prêt à passer des journées très courtes, et ça pendant plusieurs années. Il faut vraiment que la vie vous plaise, que le caractère des Russes vous plaise, que la langue vous plaise également. Bref, il faut que vous soyez vraiment attaché à ce pays, et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez émigrer en Russie, vous installer, créer une société, et tout devient à ce moment-là très facile. Si vous souhaitez de l'accompagnement, consultez un professionnel. J'en connais un certain nombre en Russie de professionnels russes qui vont pouvoir vous accompagner. Attention toutefois aux professionnels français qui se trouvent en Russie et qui se disent compétents dans des domaines comme la fiscalité, le droit russe. J'ai eu personnellement l'expérience d'entrepreneurs français qui ne connaissaient pas les dernières nouveautés du droit, de la fiscalité. Et donc ça peut avoir des impacts très importants sur votre vie. Donc tout ce qui touche à la fiscalité en général et au droit, passez par des experts russes. Pourquoi? Vous allez avoir déjà un peu plus de choix, donc statistiquement vous aurez plus de chances d'obtenir des bons experts, des experts à la pointe, qui connaissent les derniers textes de loi, plutôt que de passer par un français. Oui, ce sera plus facile pour la langue, mais vous n'aurez pas énormément de choix dans l'expertise de cette personne-là. Pour les personnes qui seraient déjà en fait en Russie, qui m'écoutent,
et qui souhaitent avoir un petit peu plus d'informations sur la fiscalité, je peux vous orienter vers les bonnes personnes. Par contre, attention, je ne donnerai pas de contact à des personnes qui sont en France. Parce que d'abord, je pense qu'en fait, il faut connaître la Russie. Et de toute façon, j'ai pas envie de déranger mes contacts, qui sont déjà extrêmement occupés, avec des personnes dont le projet sera d'émigrer en Russie d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc ça, c'est pas encore super concret. En ce qui concerne le trading, il faut savoir que c'est une activité qui est autorisée en Russie. Voilà, donc déjà, ça c'est une information, c'est pas interdit. Vous pouvez trader, vous pouvez gagner de l'argent, parce que c'est un type d'activité qui est reconnu légalement en Russie. Et donc, vous avez beaucoup de traders. Et je pense que d'ailleurs, globalement, le rapport de traders versus la population totale est plus important en Russie qu'en France. Je pense, j'ai pas vraiment la vérité du chiffre, mais c'est ce que j'ai pu percevoir. Dans tous les cas, vous allez déclarer vos gains et vous allez payer vos impôts sur vos revenus, donc ça, il n'y a aucun problème pour ça. À présent, je souhaite traiter les autres questions que vous m'avez posées en vrac. Peut-on immigrer facilement en ne parlant qu'anglais? Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Hein. La première fois que je suis allé en Russie, je parlais pas un seul mot de russe. Mais bon, c'était pour un stage et je m'en suis sorti. Et juste après le stage, je fais un stage de 3 mois hein, dans les années 2000. Et après le stage, j'ai décidé d'apprendre le russe et j'ai appris le russe voilà, entièrement. Ça a été une grosse activité par la suite durant mes études et après. Il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Oui, vous avez des sites qui sont traduits en anglais, mais il y a très peu de touristes et il n'y a pas une grande culture de savoir parler anglais dans la rue. Donc, vaut mieux connaître le russe. Peut-on immigrer seul en Russie? C'est pas recommandé. Si vous partez vraiment seul, je pense qu'il faut que vous soyez accompagné soit d'une structure ou bien d'une personne, un ami russe par exemple, que vous avez déjà sur place. En tout cas, non, il ne faut pas partir seul en Russie, je le décommande. Sauf évidemment si vous souhaitez juste faire du tourisme. De toute façon, c'est recommandé. Avant de partir dans un pays, s'expatrier, visitez-le et pas qu'une fois, pour vérifier que ça vous plaise bien. La Russie, c'est un pays blanc ou noir. Soit on aime et en général on adore, et ça c'est mon cas, soit on déteste. Donc venez ici, ça vous pouvez venir seul, il n'y a aucun problème, quand les frontières sont ouvertes. Vous réservez votre hôtel et vous pouvez vous balader, utiliser le métro, etc. Alors ça c'est une question d'une amie russe qui vit en France et qui je pense souhaite faire du trading du coup en Russie, c'est-à-dire sur les serveurs russes, mais depuis la France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle doit payer ses impôts en France? Alors je ne suis pas un expert en fiscalité française, mais effectivement tous les revenus que tu vas pouvoir générer depuis la France, je pense que oui, en tant que résident français, tu dois payer des impôts en France. Les étrangers en Russie, qui sont-ils? Alors là, je pense que la question portait sur quels sont les principaux immigrés en Russie qui vivent en Russie, hein, pas les touristes. Donc effectivement, sur cette question, la plupart des immigrés que nous avons en Russie, c'est les personnes qui viennent des anciennes républiques soviétiques de l'époque. Donc c'est du Kazakhstan, Azerbaïdjan, Tadjikistan, etc. Vous prenez une carte, vous regardez sud de la Russie vers l'Asie et vous avez plein de petits pays comme ça qui se terminent par stan et en général en fait là-bas vous avez des salaires très très faibles et donc la main d'œuvre en Russie majeure, soit pour balayer la neige, pour les livraisons, etc. C'est de la main d'œuvre qui vient plutôt du Caucase parce que ça paye beaucoup mieux dans les grandes villes à Moscou, Saint-Pétersbourg. Question suivante, peut-on être freelance et comment créer sa société d'indépendant en Russie? Vraiment très simplement, déjà en habitant en Russie premièrement, donc en étant ensuite résident russe. Deuxièmement, ensuite, suivant la fiscalité, suivant l'activité de votre entreprise, et si c'est du trading, vous avez vraiment plusieurs solutions à votre portée, vous allez pouvoir créer une société de type SARL ou créer une entreprise ou bien créer une auto-entreprise. J'ai également une question, les femmes en Russie. Bon, c'est un grand sujet et comme je sais que j'ai à peu près plus de 90% des personnes qui regardent ma chaîne sont des hommes, eh bien je répondrai du coup à la question. Les femmes en Russie sont des femmes qui sont, vous le savez, plus traditionnelles qu'en Occident. Comme je l'ai dit juste avant, en fait, il y a beaucoup de transmission entre les grands-parents et les petits-enfants. Les enfants, en fait, sont dans un modèle qui ressemble beaucoup à celui de leurs grands-parents, de leurs parents. Et donc, c'est un modèle qui est très traditionnaliste. Voilà. Quand on dit ça, on dit quoi? On dit qu'en général, les femmes, effectivement, leur but, une fois qu'elles ont terminé leurs études, c'est de se marier. Donc, elles se marient
plus jeunes, elles ont des enfants plus jeunes, mais malgré tout, la place de la femme dans la société est bel et bien présente. J'ai travaillé avec énormément de femmes autour de moi, il n'y a pas que des hommes dans les entreprises russes, au contraire, j'avais même l'impression qu'il y ait plus de femmes dans l'entreprise où je travaillais avant, même beaucoup plus, genre 60-40, hein. Donc elles travaillent en général, beaucoup d'entre elles sont aussi indépendantes, il y a beaucoup aussi de mères célibataires, hein. Le divorce c'est pas l'apanage des femmes occidentales, il y en a aussi beaucoup en Russie, et d'ailleurs pour rappel, la femme russe est quand même une femme émancipée, elle a eu le droit de vote avant les françaises, et pour beaucoup d'hommes, le sexe fort c'est la femme, même si on est plutôt dans un régime familial qui est patriarcal en Russie. Les hommes globalement considèrent que les femmes sont plus fortes, peut-être parce que effectivement elles ont cette capacité à avoir une famille, à travailler également, mais même si elles travaillent, elles sont toujours dans un modèle qui est globalement très traditionnel. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme a la capacité de gérer toute la partie financière, les ressources de la famille, alors elle va se consacrer entièrement à ses enfants. Si il n'y a pas le choix, elle va travailler, il y aura donc 2 salaires, et s'il n'y a pas d'homme, elle va travailler et gérer la famille toute seule. Donc ça, c'est un schéma qui existe à peu près partout dans le monde. En général, vous avez en fait alors je vais être un petit peu cliché dans ce que je vais dire, mais voilà, pour comprendre l'idée, bien sûr la vérité sera entre les deux. Donc, globalement, le ministre des Finances à la maison, c'est l'homme, et la ministre de la Beauté et de l'Éducation des enfants, c'est plutôt la femme. On a vraiment une répartition des rôles qui est assez naturellement faite comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. Du coup, hein, c'est un peu une thématique qui va tourner autour de la Russie. Et je pense qu'il y a d'autres questions, très certainement. N'hésitez pas à me les donner en commentaire de la vidéo parce que je réponds à 100% de toutes les questions, comme vous le savez déjà. Alors, si ce n'est pas la Russie, eh bien, sachez que vous avez également d'autres pays. Beaucoup valent le coup de s'y intéresser. Et je parle de pays où vous souhaitez vivre. Les montages fiscaux à base de j'ouvre une entreprise LLC aux États-Unis où je n'irai jamais, ou faire la même chose à Dubaï, Hong Kong, etc. C'est pas mon truc. Et je pense que ça marche pas fondamentalement. Vous allez vous faire attraper par le fisc. Donc mon conseil, c'est si vous souhaitez quitter la France absolument et que vous voulez un pays, choisissez-en un qui vous plaise absolument avant d'envisager une immigration. Globalement, autour de mes amis traders, en fait, malheureusement, il n'y en a pas un qui habite en France. Tous sont partis, absolument tous. Globalement, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent en Estonie. J'en ai pas mal. J'en ai également à Hong Kong. Donc voilà, c'est Hong Kong 0%, hein, donc ils habitent à Hong Kong. J'ai également du Andorre, j'ai du Dubaï aussi, que j'ai pas mis, mais il y en a pas mal aussi qui habitent là-bas. Alors ça coûte très très cher, mais effectivement, fiscalité très intéressante. Après, bon voilà, stabilité du pays, bof. Mais voilà, avec de l'argent, vous pouvez quand même, à mon avis, faire pas mal de choses aussi là-bas à Dubaï. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'expatriation, je peux vous recommander une excellente chaîne YouTube que j'ai découverte en fait il n'y a pas très longtemps. Donc le fondateur de la chaîne s'appelle Hugo et la chaîne YouTube s'appelle AH Fiscalité et Investissement. Je trouve qu'en fait le ton des vidéos est très pédagogique. Tout est clair. En fait, c'est un avocat fiscaliste. Donc, bon, il est en activité, il montre pas son visage, mais il explique très bien les choses et ça tourne autour du sujet où je peux m'expatrier, combien je vais payer d'impôts, quel montage fiscal faire. Et là, en l'occurrence, c'est un professionnel que je peux vous recommander pour les destinations sur lesquelles il est spécialiste. Donc évidemment, il ne pourra pas vous recommander, à mon avis, sur l'ensemble des pays de la planète, mais il y a certains pays, à mon avis, si je parle de l'Estonie, je suis certain qu'il pourra vous aider, donc il fait des consultations. Je n'ai absolument aucune affiliation avec lui, c'est juste personnellement que je trouve sa chaîne très bien faite, et donc j'avais envie de vous la partager, et je l'ai contacté, j'aimerais bien faire un sujet avec lui pour vous parler de la fiscalité en Russie de façon plus approfondie, en ayant également son témoignage pour toutes les débats. Donc voilà, peut-être que ça pourra se faire, mais sinon rien ne nous empêche dès aujourd'hui déjà de vous abonner à sa chaîne et de regarder les sujets, puisqu'il y en a certains qui sont faits pour la fiscalité du trading quand on s'expatrie. Alors, petit disclaimer, à l'heure où je vous parle, je me suis entretenu avec Hugo, qui est donc d'accord pour faire un sujet ensemble sur la fiscalité, que ce soit en fait en Russie ou dans d'autres pays, ou bien même encore en France. Donc le format qu'on a choisi, ce sera en fait une interview. Je vais interviewer Hugo
Et le but, c'est de répondre à l'ensemble des questions que vous allez nous poser, lui poser plutôt, dans le commentaire de cette vidéo qui sera épinglé. Donc n'hésitez pas à commenter un maximum, qu'on ait un maximum de matière pour traiter, puisqu'on fait ça pour vous. Donc voilà, c'était le petit bonus dont je vous avais parlé en story Instagram, j'espère que ça vous plaira. Et donc on préparera du coup ce sujet-là en fonction de vos retours pour dans 1 à 2 semaines. Et bien voilà, ma vidéo est terminée, donc c'est un sujet comme je l'avais anticipé qui est un peu plus long que prévu, j'espère qu'il vous a intéressé, autant sur la forme que sur le fond. Si vous souhaitez plus d'informations, écrivez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous m'écoutez. Vous pouvez également faire un tour sur mon canal Instagram, graph_trading. Je vous souhaite une excellente continuation, comme d'habitude restez toujours affûtés sur les marchés financiers. Ciao.